Même si vous ne le connaissez pas, vous lui avez déjà donné de l'argent, et même beaucoup d'argent. Car malgré son nom pas viril du tout, Lawrence Douglas Fink, dit Larry Fink, est l'homme le plus puissant de la planète. Et qu'avant de devenir celui qu'il est devenu, Larry Fink est passé par beaucoup d'autres étapes. Alors comment, aujourd'hui, est-il devenu l'un des noms les plus respectés de la finance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, car aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Larry Fink. But the fact that stands out for me is over 5 years, clients rewarded BlackRock with $1.9 trillion. This is not market movement, this is how much new money we receive from clients worldwide. Larry est né le 2 novembre 1952 et a passé toute son enfance dans un petit quartier de Los Angeles. Puis dans les années 70, c'est là que les choses sérieuses vont réellement commencer pour Fink. C'est à cette période qu'il s'est rendu à Wall Street comme beaucoup d'autres personnes qui avaient un seul objectif: faire de l'argent. Et pour lui, ça a payé assez rapidement. Il avait beaucoup de demandes de différentes entreprises, mais lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était rejoindre Goldman Sachs. Malheureusement, c'est une des seules sociétés qui ne voulait pas de lui. Il s'est donc rabattu vers une autre entreprise en 1976 pour laquelle il négociait des titres de créances hypothécaires. Si vous avez déjà joué au Monopoly et que vous avez hypothéqué un bien, dans ce cas, vous savez c'est quoi. Et étant donné qu'il avait déjà des expériences dans l'immobilier, ça lui a permis de se faire remarquer rapidement. Car la vérité, c'est que Fink était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus talentueux que beaucoup d'autres personnes, et c'est d'ailleurs ça qui lui a valu quelques années plus tard de devenir le plus jeune directeur général de l'histoire de First Boston, cette entreprise qu'il a rejoint en 1976. Et s'il a été sélectionné à seulement 31 ans et que pour lui rien ne semble l'arrêter, c'est en 1986 qu'il va faire la plus grosse erreur de sa carrière, induisant à une perte totale de plus de 100 millions de dollars pour son entreprise. Et j'ai pas besoin de vous faire un schéma, mais 100 millions de dollars, c'est juste énorme pour n'importe quelle entreprise, surtout quand cette perte est due à un seul homme. Naturellement, après cet événement, il a perdu son titre de directeur général qu'il avait mis plus de 10 ans à obtenir. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait plus aucune crédibilité auprès de personne, car en effet, c'était l'homme qui avait perdu 100 millions. Il était donc la risée de tous ses concurrents et l'origine du problème de ses collègues, ce qui fait qu'en 1988, il quitte définitivement First Boston. Et c'est à partir de là que tout va réellement s'accélérer pour Larry. Car cette humiliation, il en a tiré des leçons et il va les appliquer pour son nouveau projet petit à petit avec une équipe constituée de personnes très influentes du milieu. Et chacune de ces personnes a eu un rôle crucial dans le monstre qui est devenu aujourd'hui BlackRock. On a notamment Ralph Schlosstein qui est à l'origine de cette idée avec Larry Fink, ainsi que Ben Golub, un génie des maths qui est à l'origine de nombreux systèmes de gestion des risques, Robert Capito, le bras droit de Fink sur les prêts hypothécaires, Barbara Novick, la responsable des portefeuilles clients et conseillère en investissement, Case Anderson, l'un des meilleurs analystes de First Boston, et enfin on a également Suzanne Wagner et Hugh Frater, deux des experts les plus compétents chez Shearson Lehman. Et ensemble, ils ont décidé de lancer une nouvelle entreprise d'investissement basée sur une technologie de pointe et une meilleure gestion des risques des investissements. Enfin, à cette étape-là, c'est juste une idée, car avant de pouvoir concrétiser ça, il faut quand même un bon pactole d'argent, mais heureusement, Larry Fink avait quand même quelques contacts en poche. Car certes, il avait perdu beaucoup de crédibilité, mais en s'associant et en conservant les contacts qu'il avait déjà, il a quand même réussi à avoir beaucoup d'argent, notamment de la part de Pete Peterson et Steve Schwarzman, deux anciens banquiers de Lehman Brothers dont leur entreprise, Blackstone, était sur le point de devenir une étoile montante dans le secteur du capital investissement. Et c'est en échange de 50% des parts que Blackstone a finalement accepté d'héberger la nouvelle entreprise et de fournir la maudite somme de 5 millions de dollars. Et pour coller à l'image de Blackstone, Fink et Schlosstein, les deux têtes de ce projet, ont décidé de le nommer Blackstone Financial Management, et on verra pourquoi un peu plus tard ils ont renommé ça BlackRock, et c'est réellement là qu'ils ont explosé dans leur domaine.
Et même pas un an après sa création, l'entreprise fonctionne déjà très bien et ils vont d'ailleurs embaucher Charlie Halak, un ancien collègue de Golub chez First Boston. Ils ont ensuite cherché beaucoup plus de clients pour un nouveau fonds à revenus fixes ainsi que pour le service de technologie auxiliaire qu'étaient en train de développer Golub et Halax. Et gardez-le bien en tête car vous allez voir que c'est en partie grâce à ça que BlackRock connaît aujourd'hui un tel succès. Et vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que Fink tirait des leçons de cette période où il a perdu 100 millions de dollars, et bien justement, c'est maintenant qu'il va appliquer cette technique. Car ce que Golub et Halak étaient en train de développer, c'est justement un outil qui va permettre d'empêcher de refaire des erreurs pareilles. Et cet outil, vous le connaissez peut-être, car il est connu sous le nom de Asset Liability Debt and Derivated Investment Network. Bon, vous connaissez peut-être pas le nom là, mais si je vous dis Aladdin. Pour les moins bilingues d'entre nous, y compris mon accent, ça veut simplement dire réseau d'investissement en actifs passifs et dérivés. Et retenez bien ce nom, Aladdin, car il est extrêmement important dans le développement de BlackRock. En bref, Blackstone Financial Management, que je vais abréger BFM pour le reste de la vidéo, a connu une croissance assez rapide. Et lorsque je vous dis ça, je pèse mes mots, car elle gérait un peu plus de 15 milliards de dollars dans ses 5 premières années d'existence et elle avait presque 150 employés. Et cette croissance assez rapide, elle est probablement due au fait que le marché obligataire était en plein essor à cette époque. Tout allait bien et pour le meilleur des mondes pour BFM. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, car elle était sur le point de connaître une rupture majeure avec Blackstone. Vous savez, l'entreprise qui a décidé de les héberger et de les financer au début, et tout ça va partir d'un simple différend entre Fink et Schwarzman, le dirigeant de Blackstone, car Fink a mis en place une stratégie qui a fait que Blackstone avait beaucoup moins de participation dans l'entreprise, ce qui a fait qu'ils étaient beaucoup moins gagnants qu'au début. Suite à ça, il y a eu pas mal de discussions. Mais c'est finalement en 1994 que Blackstone et BFM se sont réellement séparés, lorsque Blackstone a vendu ses parts pour 240 millions de dollars à la PNC Bank. Et ça, c'est vrai que pour la majorité des entreprises, ça peut être considéré comme une mauvaise chose, mais pour BFM, ça va être tout l'inverse. Et justement, étant donné qu'ils se sont séparés de Blackstone, ils ne peuvent plus garder ce nom Blackstone Financial Management. Ce qui fait qu'après quelques discussions et de nombreux contrats de signés, BFM est devenu un nom que vous connaissez peut-être aujourd'hui, BlackRock. De nos jours, c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs, avec près de 10 000 milliards d'actifs sous gestion à l'heure où je vous parle, mais pour vous faire une idée, c'est un peu moins du PIB de l'Europe. Mais comme toute entreprise, avant de devenir des gérants, ça reste des petits. Enfin, pas si petits que ça. Car la PNC Bank, vous savez, la banque qui a racheté les parts de Blackstone, eh bien, elle a intégré ses propres activités de gestion d'argent dans BlackRock et l'a par la suite introduite en bourse le 1er octobre 1999, soit seulement 5 ans après sa création. Et cette entrée en bourse était extrêmement attendue, car à cette époque, les actifs sous gestion de BlackRock avaient grimpé à 165 milliards de dollars. Et pourtant, cette entrée en bourse a été un énorme échec. BlackRock a été valorisé bien en dessous de ses prévisions, à seulement 900 millions de dollars. Alors c'est vrai que 900 millions de dollars, ça reste énorme, mais pour BlackRock, c'est rien du tout. Ce qui fait que tout ça a été une énorme déception pour Larry Fink et ses équipes qui étaient sur le point de tout abandonné lorsque David Kowalski, le PDG d'une société d'investissement, l'a appelé et lui a dit de continuer son entrée en bourse naturellement et d'ici 4 à 5 ans, tout se serait largement réglé et elle aurait eu des retours beaucoup plus positifs qu'à l'heure actuelle. Et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, on se dit qu'il a vraiment bien fait de ne pas lâcher et de continuer. Et un autre moment où tout va s'accélérer pour BlackRock, c'est à l'explosion de la bulle Internet qui avait attiré un grand nombre d'investisseurs. Et c'est mathématique, mais plus il y avait d'investisseurs et plus il y avait d'argent à gérer pour BlackRock. Et grâce à tout cet argent qu'elle avait amassé, BlackRock a pu racheter des entreprises concurrentes, ce qui lui a permis d'être encore plus gros et encore plus impactant sur le marché. La première transaction a eu lieu à l'été 2004 lorsque BlackRock a payé 375 millions de dollars pour State Street Research,
un gestionnaire d'argent détenu par la compagnie d'assurance MetLife. Et il y en a eu plusieurs autres comme ça, mais la réelle transaction et le réel rachat qui a eu un vrai bénéfice pour BlackRock qui a été notable, c'est lorsqu'il a découvert que le nouveau PDG de Merrill Lynch, une société d'investissement, voulait vendre l'énorme division de gestion d'argent de son entreprise. Et pour Larry, c'était évident qu'il y avait un gros coup à jouer là-dessus et que c'était une opportunité à saisir. Il a donc organisé une réunion informelle avec O'Neill, le nouveau PDG de Merrill Lynch, dans un restaurant. Et lors de ce déjeuner, en l'espace de seulement 15 minutes, les deux hommes ont rapidement conclu un accord créant les bases pour fusionner les deux entités. Et lorsque je vous ai dit que cette fusion était réellement notable et qu'elle avait eu un vrai impact pour BlackRock, je pèse mes mots, car cette fusion de ces deux entités, BlackRock et Merrill Lynch, avait le potentiel de créer un géant dans le secteur de la gestion d'investissement avec presque 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'anecdote dans tout ça, c'est que ça s'est fait en seulement 15 minutes comme je vous l'ai dit, et pour valider le contrat de manière un peu informelle, ils ont tout simplement signé le menu du restaurant. Malheureusement, tout le monde n'était pas aussi enthousiaste que O'Neill au sein de Merrill Lynch, car d'un côté, il y avait ceux qui se réjouissaient de cette collaboration, car ils disaient que ça apporterait beaucoup plus de dynamisme à cette entreprise. Mais en revanche, il y avait également d'un autre côté des personnes qui n'étaient pas de cet avis car BlackRock était jugé trop arrogant. Et justement, l'arrogance, c'est un des gros défauts qui a suivi Larry pendant toute sa carrière. Alors même qu'il était encore dans l'immobilier, beaucoup de ses collègues le jugeaient trop arrogant et donc infréquentable. En plus de ça, ça ne s'est pas très bien passé car Robert Capito, un des fondateurs de BlackRock, a selon les dires de certains malmené des personnes durant la fusion de ces deux entités, mais au fur et à mesure du temps, la situation devenait moins tendue et les bénéfices de cette collaboration très élevés. Et des rachats de BlackRock de ce type, il y en a eu d'autres, comme par exemple en 2009, lorsqu'ils ont racheté Barclays Global Investors. Mais avant ça, il y a eu quelque chose que vous connaissez tous et qui a eu un énorme impact sur les marchés financiers, c'est bien sûr la crise des subprimes de 2008. Et si je vous parle de ça, c'est justement car BlackRock a eu son importance là-dedans. En effet, l'entreprise a été sélectionnée par le Trésor américain et la Réserve fédérale pour gérer et analyser les actifs qui menaceraient l'économie mondiale. Car durant cette période, tout était bancal, personne ne savait ce qui allait se passer le lendemain, les marchés étaient imprévisibles et énormément d'entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Mais pour BlackRock, c'est le Graal, car cette nomination de la Réserve fédérale et le Trésor américain est un signe de la légitimité et de la connaissance qu'ils peuvent apporter à ce pays. Mais ça a aussi suscité des inquiétudes concernant les liens étroits qui pourraient exister entre BlackRock et le gouvernement américain. Et les personnes à l'origine de cette critique suggèrent que cette proximité pourrait mener à des conflits d'intérêts ou à une influence de BlackRock sur l'économie tout entière du pays. Or, lorsqu'on est le pays le plus riche du monde, si une seule société privée influence l'entièreté de l'économie du pays, ça peut rapidement poser problème. Et les reproches auprès de BlackRock sont loin de s'arrêter là, car Aladdin, vous savez, la plateforme d'analyse de risque développée par Golub et Alax dont je vous ai parlé plus tôt, est utilisée par un grand nombre d'investisseurs pour gérer les risques de leurs investissements. Et même si cet outil est très performant et c'est un fait, certains régulateurs ont exprimé leur inquiétude. La crainte est que si trop d'investisseurs s'appuient sur le même système de prise de décision, cela pourrait conduire, en cas d'une crise économique mondiale, à une réaction en chaîne très négative sur les marchés financiers. Pour finir sur ce sujet, BlackRock a donc eu une influence notable lors de la crise de 2008, notamment en aidant le gouvernement américain. Mais c'est loin des seules crises auxquelles on a fait appel à BlackRock, notamment pendant le Covid, certains gouvernements ont fait appel à BlackRock pour savoir comment remonter l'économie, notamment la France. Pour en revenir à 2009 et l'acquisition de Barclays Global Investors par BlackRock, encore une fois une banque d'investissement, eh bien c'était plutôt rapide et plutôt normal. Cependant, l'intégration a été assez longue. La différence à bien faire entre l'acquisition d'une entreprise et son intégration, c'est que l'acquisition, c'est simplement le processus d'achat ou de prise de contrôle d'une entreprise par une autre, ce qui dure généralement quelques mois. En revanche, l'intégration, elle, est une étape beaucoup plus longue et plus complexe, car c'est le processus de combiner les deux entreprises, c'est-à-dire les stratégies, les opérations, les technologies, les systèmes d'information
etc. Et ce processus, lui, peut prendre plusieurs années. Et dans l'exemple de BGI, il a en effet duré 3 ans suite à quelques complications et à cause de la complexité des systèmes d'information et aussi de la culture d'entreprise qui était extrêmement différente dans les deux sociétés. Malgré tout ça, le rachat de BGI a été une énorme réussite puisque c'est suite à ça que BlackRock a été défini et qualifié comme le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. En parallèle de ça, ils ont continué à développer Aladdin pour qu'il soit toujours plus performant et apporte de meilleurs rendements pour les investisseurs. Et elles ont également lancé de nouveaux ETF en plus de ceux qu'elles avaient déjà acquis suite au rachat de BGI. Et elles ont fait tout ça jusqu'au milieu de l'année 2014, là où l'ETF iShares qu'ils avaient acquis suite au rachat de BGI a franchi la barre symbolique des 3000 milliards d'actifs sous gestion gérés. En bref, ça fait beaucoup. Et de nos jours, la puissance et l'influence de BlackRock n'a cessé de se développer. Pour le bonheur de Larry Fink, d'une part, mais également pour le désaccord de certains investisseurs, notamment le milliardaire immobilier Sam Zell, qui déclare que BlackRock et Vanguard contrôlent l'entièreté de la bourse de New York. Vanguard qui par ailleurs est une autre société d'actifs sous gestion un peu moins puissante et influente que BlackRock, qui gère quand même à peu près 6000 milliards d'actifs sous gestion. Tandis que BlackRock, aujourd'hui, c'est près de 10 000 milliards de dollars. Et bien sûr, comme toute entreprise qui se respecte, ils sont dans une optique constante de développement et d'évolution, ce qui fait que même à l'heure actuelle, ils sont encore en train de chercher comment est-ce qu'ils peuvent faire plus de rentabilité, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur système actuel, etc. Et Larry Fink, dans tout ça, il aurait pu abandonner lorsqu'il a perdu ses fameux 100 millions de dollars. Mais à la place de ça, il s'est relevé. Il a préféré persévérer, ne pas abandonner. Et aujourd'hui, étant donné que c'est le PDG de cette société, il est naturellement extrêmement puissant et extrêmement influent au sein de n'importe quel gouvernement. Il est vu aux côtés des présidents des grandes puissances mondiales et lorsqu'il y a un problème financier, que ce soit à cause d'une crise ou d'une bulle spéculative, c'est souvent auprès de BlackRock qu'on vient faire appel pour se sortir de cette situation. Car après toutes ces années et tout cet argent de gérer, BlackRock est devenu une puissance inégalée qui d'après certains experts financiers ne cessera jamais d'exister. Merci de m'avoir écouté, merci de bien vouloir vous abonner et personnellement, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Je vous raconte.